Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Beaucoup d'encre a déjà coulé sur le grand pop de la série de 1986, mais il y a toujours une certaine confusion quant à la réelle identité de celui-ci à différents moments de la série, ainsi que sur la cohérence d'ensemble de son histoire. Beaucoup de fans se posent toujours deux questions: quel pop remet l'armure de Pégase à Seiya, et quand Saga a-t-il tué Shion? Certains savent maintenant que ces deux questions n'ont pas les mêmes réponses dans le manga et dans l'anime, mais pourquoi une telle différence et quelle histoire est la plus convaincante? Le pop dans le manga. Dans le manga, l'histoire est finalement assez simple. En 1973, soit 13 ans avant le début de la série en 1986, le grand pop, Shion, doit choisir son successeur qui sera chargé de mener la prochaine guerre sainte contre Hadès. Les chevaliers d'or de cette ère ne sont encore que des enfants et doivent quitter le sanctuaire pour finir leur entraînement. Trois chevaliers d'or un peu plus âgés, Aphrodite, Shura et Deathmask, resteront au sanctuaire pour le garder. Deux sont encore plus âgés que les autres, Aiolos, chevalier du Sagittaire, et Saga, chevalier des Gémeaux. Ces deux-là sont les deux seuls à pouvoir succéder à Shion, et si Saga est clairement le favori pour tout le monde, c'est finalement Aiolos que Shion choisit. Evil Saga, c'est-à-dire la version maléfique aux cheveux noirs du chevalier des Gémeaux, décide alors d'assassiner le grand pop Shion, d'usurper son identité en revêtant son casque et sa toge, puis d'aller tuer la réincarnation d'Athéna qui vient d'apparaître au sanctuaire. Heureusement, Aiolos intervient in extremis et s'enfuit avec le bébé. Saga le fait alors passer pour celui qui a kidnappé l'enfant et les trois chevaliers d'or encore présents dans le sanctuaire sont chargés de l'éliminer. Poursuivis par les trois Gold Saints, Aiolos et Athéna bébé finissent par tomber d'un pont suspendu, tranché par Shura, si bien que tout le monde pense alors qu'ils ont péri dans la chute. Saga a donc maintenant les mains libres, il est le nouveau grand pop, même s'il est sous l'identité de Shion. À ce stade, c'est même sa bonne personnalité qui reprend le dessus et qui régnera sur le sanctuaire pendant les 13 années qui suivent. Ainsi, c'est Saga, sous les traits du pop Shion, qui remet l'armure de Pégase à Seiya après sa victoire contre Cassios. Lors de cette remise, il fait d'ailleurs une déclaration clé qui aura une importance capitale par la suite. Il révèle à Seiya que l'armure qu'il est en train de lui remettre ne doit être revêtue que pour défendre la justice et pas à des fins d'ambition personnelle. Tel est le code de la chevalerie. Si jamais celui-ci est enfreint, alors il sera anéanti. En organisant les Galaxian Wars, un tournoi de chevaliers de bronze pour gagner une armure d'or, Saori et ses chevaliers violent donc ce principe, et Saga, comme l'aurait fait n'importe quel pop à sa place, décide de châtier les coupables, d'abord par l'intermédiaire de Yoga, puis ensuite, après que ce dernier se soit rallié à Saori, par l'intermédiaire des chevaliers d'argent. À ce stade, il n'y a toujours pas de malice chez Saga qui ne fait qu'appliquer les règles de la chevalerie. Ce qui va tout changer, c'est lorsqu'il va comprendre que cette Saori Kido est en fait le bébé Athéna supposé mort 13 ans auparavant. La personnalité d'Evil Saga reprend donc à nouveau le dessus par intermittence, comme lorsqu'il convoque Milo du Scorpion et Aiolia du Lion pour aller écraser les bronzes qui ont réussi à battre les Silver Saints. Ensuite, cette mauvaise personnalité de Saga prend le contrôle presque exclusif de son esprit quand il est confronté à Aiolia qui vient lui demander des comptes après avoir appris toute la vérité de la bouche de Saori. Qu'en est-il de la cohérence de cette version manga? L'élément majeur qui peut paraître incohérent dans tout ce narratif, c'est l'attitude des Chevaliers d'Or. Comment peuvent-ils ignorer ou feindre d'ignorer que Saga a pris la place de Shion? Tout d'abord, Doko et Mu ont de lourds soupçons du fait que le lien télépathique qui les unit à Shion a été rompu. Néanmoins, à leurs yeux, cela ne signifie pas nécessairement que Shion est mort. La probabilité est grande, mais cela peut aussi signifier que Shion ne peut plus ou ne veut plus leur parler pour X ou Y raison. Après tout, le pop Shion est prétendument toujours en place, et ils n'ont pas directement assisté à son meurtre, donc un doute doit au moins subsister dans leur esprit. Un autre élément est par ailleurs à prendre en compte, la prochaine guerre sainte contre Hadès. Doko sait bien qu'il n'y a aucun intérêt à provoquer une lutte fratricide entre chevaliers d'or partisans du grand pop et ceux croyant en sa duplicité. Cela mènerait irrémédiablement à de lourdes pertes qui affaibliraient durablement le sanctuaire face à une potentielle invasion des spectres d'Hadès. Évidemment, c'est ce qu'il adviendra au final quand les 5 bronzes auront tué une partie des chevaliers d'or, mais au moins peut-on imaginer que Doko et Mu auront voulu éviter cette situation. Enfin, que ce soit chez Mu ou Doko, il y a un certain fatalisme, une certaine propension à laisser les choses se faire.
En somme, si Athéna n'est pas capable de résister à un Pope imposteur, alors elle n'aura aucune chance contre Hadès. C'est une sorte de parcours initiatique qu'elle mène, et intervenir empêcherait d'avoir des certitudes quant à sa capacité de mener les troupes du sanctuaire à la victoire. De fait, l'un comme l'autre décide de se mettre en retrait en attendant que les choses se décantent. En miroir à ce duo sceptique, on a les Gold Saints du Cancer, du Capricorne et des Poissons qui, eux, sont au courant de l'usurpation d'identité de Saga. Ils le soutiennent car ils représentent la force nécessaire pour repousser les adversaires dans l'avenir. Enfin restent les autres Gold, le Taureau, le Lion, la Vierge, le Scorpion et le Verseau. Tous étaient très jeunes au moment des faits et ils ont dû quitter le sanctuaire assez longtemps pour finir leur entraînement, si bien qu'à leur retour, après avoir grandi, ils n'avaient peut-être qu'un souvenir assez flou de la vraie voix du Pope que Saga pouvait par ailleurs essayer d'imiter. Le problème de l'apparence physique ne se posait pas, car le casque du Pope masque bien l'identité de celui-ci, et quant à sa chevelure, elle n'est que peu visible, mais lorsqu'elle l'est dans le manga, celle du bon Saga est de la même couleur que celle de Shion. Comme c'est bien la bonne personnalité de Saga qui est aux manettes durant 13 ans, cela permet de pondérer l'incapacité de ses Gold Saints, notamment Shaka, à détecter le mal qui est en lui. En effet, il passe d'ailleurs pour un modèle de vertu auprès des habitants pendant 13 ans, ce qui forge la conviction d'Aeolia que le Pope est un saint homme, jusqu'à ce qu'il finisse par se laisser convaincre par Saori et Seiya qu'il est en fait un imposteur, ce qui déclenche sa rébellion. Celle-ci a donc pour effet de provoquer le retour presque définitif de la mauvaise personnalité de Saga lorsque Aeolia lui révèle qu'il a découvert le poteau rose. Lors de ce passage, on peut même se dire que Shaka, qui est intervenu, aurait pu mettre à jour l'imposture. Néanmoins, 3 facteurs permettent de comprendre pourquoi il passe à côté. D'abord, il a les yeux fermés, il ne peut donc réaliser que la couleur des cheveux du Pope a changé. Ensuite, il peut assimiler ces mauvaises ondes qui émanent du Pope à de la colère due à la trahison d'Aeolia. Enfin, le combat avec ce dernier amène à 1000 Wars qui mobilise tous leurs sens, si bien qu'il n'est plus en pleine possession de ses capacités de jugement. On peut donc en conclure que la cohérence d'ensemble de cette version manga est bonne grâce à la double personnalité de Saga. Elle n'est pourtant pas totale car Milo, lorsqu'il a été convoqué par le Pope, aurait pu se rendre compte de sa duplicité s'il avait remarqué que la couleur de ses cheveux avait mystérieusement changé. Le Pope dans l'animé. Dans l'animé, les choses sont un peu plus compliquées. Il suit sa propre logique avec l'introduction d'un troisième homme qui est l'assistant du Pope Shion, nommé Arès. Ainsi, en 1973, Evil Saga décide de tuer Arès qui exécute la plupart des tâches que Shion n'est plus en mesure d'exécuter du fait de son grand âge. Son crime commis, il décide d'usurper l'identité d'Arès et d'attenter, comme dans le manga, à la vie du bébé Athéna. Là aussi, Aiolos sauve le bébé, mais c'est Shura uniquement qui est chargé d'éliminer Aiolos qui est présenté comme un traître. Shura pense avoir accompli sa mission, mais Aiolos survit, juste le temps de confier le bébé à Mitsumasa Kido. Pendant les 13 années qui suivent, Saga, sous l'identité d'Arès, assiste le Pope Shion, attendant sans doute patiemment la mort naturelle de celui-ci pour prendre sa place. C'est donc bien le Pope Shion qui remet l'armure de Pégase à Seiya dans l'animé, et non Saga, on le sait grâce aux casques qui sont différents. Quand Saori décide d'organiser les Galaxian Wars, Saga comprend très vite qu'il s'agit d'Athéna, et sait qu'il court un vrai risque d'être découvert. Seul le Pope peut décider de l'envoi de chevaliers pour châtier les rebelles, aussi doit-il accélérer les choses et faire disparaître Shion pour prendre sa place. Arès devient donc Pope et à partir de là essaye de faire éliminer Athéna et ses chevaliers de bronze, d'abord par Docrate et divers chevaliers, et ensuite par les Silver Saints et quelques chevaliers d'or. Pourquoi ce changement de version dans l'animé et s'agit-il d'un retcon ? 3 motivations ont dû être à l'origine de la modification du scénario du manga. D'abord, au moment de l'adaptation animée, l'intrigue du manga n'était pas suffisamment avancée pour que les scénaristes prennent en compte le fait que c'était Saga, chevalier des Gémeaux à la double personnalité, qui était derrière tout cela. Le travail sur l'adaptation de l'animé a commencé très peu de temps après la publication du manga dans le magazine Weekly Shonen Jump. En effet, le premier chapitre du manga est sorti en janvier 86, et le premier épisode de l'animé a été diffusé en octobre de cette même année. Si bien que, par recoupement, on peut évaluer que lorsque les scénaristes de l'animé ont commencé leur travail, on en était aux alentours du chapitre 10 du manga, c'est-à-dire juste à la fin des Galaxian Wars. Et à ce stade, on ne sait quasiment rien de ce qui s'est passé 13 ans auparavant.
Ainsi, les scénaristes de l'anime, qui certes devaient avoir des indications de Kurumada, ont dû également prendre certaines libertés pour permettre l'évolution de l'intrigue de l'anime en parallèle de celle du manga. De là découle leur deuxième motivation, à savoir donner le temps au mangaka d'avancer sur son œuvre. En effet, 3 ou 4 studios d'animation se relayent pour tenir un rythme de diffusion d'un épisode toutes les semaines, si bien que l'anime finit par avancer plus vite que le manga. Dans ce genre de situation, il est très courant d'ajouter des fillers, c'est-à-dire des éléments non présents dans l'œuvre d'origine et non nécessaires à l'intrigue principale, mais qui permettent de faire patienter le public en attendant que celle-ci évolue. Parmi ces fillers, on a l'ajout de Docrate, des Chevaliers des Abysses, du Maître Cristal, et aussi de cet Arès qui sera introduit dans l'épisode filler numéro 16. Enfin, leur dernière motivation était sans doute de coller davantage à un public plus jeune et potentiellement international. En effet, le manga Saint Seiya est un shonen, il est donc lu par des japonais dans une moyenne d'âge de 14 ans. Ce public est donc d'une part plus à même de comprendre des concepts plus élaborés qu'un public plus jeune, mais aussi, en tant que japonais, moins sensible à une lutte entre un bien parfait et un mal parfait très peu présent dans leur culture. En effet, celle-ci reconnaît que le bien et le mal coexistent dans chaque individu, et ce sont les situations qui les définissent vraiment. L'anime, lui, en revanche, touchera aussi un public plus jeune, qui comprenait les enfants ne sachant pas encore bien lire, mais aussi plus international, car la série animée avait vocation à être exportée. Ce public était plus sensible et demandeur de manichéisme des personnages. Il a donc fallu définir un mal absolu en la personne du Pop et un bien absolu dans les Saints et Athéna. Le Pop ne pouvait être à la fois un agent du bien absolu en donnant l'armure à Seiya, et peu de temps après en terrorisant le sanctuaire, d'où l'idée de faire 2 personnes différentes. Ça simplifiait grandement la compréhension de l'histoire, du moins au début, et surtout c'était plus consensuel. Ceci signifie donc que le personnage d'Arès n'est pas une invention qui a été faite a posteriori, ce n'est pas un retcon, car il était bel et bien prévu du départ par les scénaristes de l'anime. Qu'en est-il de la cohérence de cette version animée ? Le fait d'introduire le personnage d'Arès permet dans une certaine mesure d'ajouter un peu de cohérence dans le changement d'attitude du Pop. En effet, celui-ci adopte une posture plus agressive à la fois envers les guerriers du sanctuaire, mais également vis-à-vis de l'extérieur puisqu'il n'hésite pas à commanditer des attentats. Les Gold Saints sont également moins blâmables de ne pas avoir remarqué que le Pop avait changé puisqu'ils savent que ce n'est plus la même personne. Par contre, en ajoutant Arès à l'œuvre d'origine, qui n'était pas encore achevée, le risque était grand de produire des incohérences, et cela n'a pas manqué. D'abord, on comprend mal comment Saga, sous les traits d'Arès, aurait pu côtoyer Shion pendant 13 ans sans que celui-ci le reconnaisse, d'autant que c'est le seul à avoir perçu le côté obscur de Saga. De même, on comprend mal pourquoi l'idée de départ de Shion de se trouver un remplaçant pour mener la prochaine guerre sainte est tombée à l'eau. Ensuite, Ayolia en est réduit à se contredire entre l'épisode 16, où il regrette l'ancien Pop, qui était un homme bon, sous-entendant que le nouveau, lui, ne l'est pas, tandis que, à l'épisode 38, face à Saori, il le décrit comme un modèle de bonté et de vertu, comme il le fait dans le manga. Le hic, c'est que dans le manga, cela avait du sens, puisque c'était le bon Saga en tant que Pop qui a régné pendant 13 ans sur le sanctuaire. Dans l'anime, en revanche, cela devient totalement absurde. Les scénaristes ont donc dû oublier d'adapter les dialogues du manga. On peut se demander aussi ce qu'est devenu le corps de Shion. On sait que dans l'anime, celui-ci a disparu sans plus de détails, mais où Saga a-t-il mis son corps ? Dans le manga, Marine nous révèle qu'elle a retrouvé le corps du Pop, donc celui de Shion, sur Star Hill. Or, le corps qui nous est montré dans l'anime sur le mont étoilé, lors de l'épisode 71, n'est autre que celui d'Arès, comme cela a été confirmé par les databooks sortis ensuite. Le hic, c'est que sur ces images, on a les paroles du manga. Elles le désignent comme le véritable grand Pop mort depuis plus de 10 ans. On peut évidemment essayer de trouver de la cohérence en argumentant sur le fait qu'elle donne son avis tout à fait personnel et qu'elle ne peut être sûre qu'elle a le vrai Pop face à elle, mais le souci, c'est que ces dires sont confirmés par Doko. En effet, lors de l'épisode 73, celui-ci révèle aux autres Chevaliers d'Or la duplicité de Saga, invalidant ainsi tout ce qui a pu être dit sur Arès dans l'anime. Là encore, ce sont les dialogues du manga qui ont été repris presque à l'identique dans l'adaptation. C'est presque comme si les scénaristes avaient oublié leur invention d'Arès en cours de route pour retomber comme par magie sur la logique du manga en espérant que cela passe inaperçu.
Si retcon il y a eu, c'est peut-être sur cette partie où des tentatives ont été faites pour expliquer qu'Ares, accomplissant toutes les tâches du pop, était considéré comme tel, mais c'est tout simplement incohérent avec ce que nous dit Doko, qui est la personne la plus à même pour désigner le pop, qui est son vieux compagnon d'armes. Malheureusement, cet épisode étant le final de cet arc, c'est toute la cohérence sur Ares qui s'écroule comme un château de cartes, et qui fait que la version manga en devient nettement plus cohérente. Ce personnage avait néanmoins une utilité qui s'est estompée dès lors que la double personnalité de Saga fut connue, car elle introduisait de facto la frontière recherchée entre le bien et le mal. Aussi, il n'y avait donc plus nécessité d'un bien parfait et d'un mal parfait incarnés par deux personnes différentes. Plus besoin non plus de laisser du temps au manga d'avancer sur l'intrigue, car à ce stade, elle était déjà résolue. Voilà qui normalement vous éclairera davantage sur le pop dans Saint Seiya. Ciao à tous et prenez soin de vous.